Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui tente d'expliquer l'organisation de la sexologie en France et de faire un parallèle avec une deuxième discipline, la thérapie de couple, parce que vous allez voir qu'il y a de nombreuses similitudes entre ces deux pratiques cliniques. Alors pourquoi aborder ces deux disciplines? Tout simplement parce que nous avons constaté qu'une part importante de thérapeutes faisait un peu de l'un et beaucoup de l'autre, mais rarement une seule de ces deux disciplines. J'ai présenté un travail similaire à celui-ci en novembre 2023 au RSSP et en mars 2024 au JF3S, j'y amène aujourd'hui des éclaircissements, d'où cette vidéo. Je ne suis pas juriste, mais je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet et je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette présentation. Je signale toutefois que je suis président de l'Observatoire francophone de la sexologie et que nous œuvrons à la reconnaissance de cette discipline en France. Donc la sexologie a pris naissance en France il y a 70 ans environ et voici comment elle s'est structurée, des associations, plusieurs sociétés savantes, des syndicats, deux revues, une plateforme de référencement dédiée aux sexologues et deux plateformes de consultation en ligne, des congrès. Voici comment est enseignée la sexologie en France en 2024 et en francophonie puisque un certain nombre de sexologues français se forment à l'étranger. Je n'ai pas pu tout mettre parce qu'il y a beaucoup trop de centres de formation. Pour info, depuis que nous enquêtons sur ces disciplines de la sexologie et de la thérapie de couple, nous avons retrouvé plus d'une centaine de centres qui forment à ces spécialités de façon complètement désordonnée, sans aucun contrôle étatique. Alors comment s'y retrouver? Selon moi, c'est impossible, c'est très disparate. Je vais simplement vous partager quelques informations de base sur la formation. La première, c'est que la formation continue en France est un business ultra lucratif, à tel point que certains thérapeutes arrêtent la thérapie pour se consacrer uniquement à l'enseignement. Pourquoi c'est lucratif? Parce que c'est sponsorisé par l'État, donc vos impôts et les taxes que vous payez tous les jours. Je dis formation continue car notre étude a permis de démontrer que pour la majorité des thérapeutes en France, la sexologie et la thérapie de couple sont des formations secondaires et très rarement des formations initiales. Alors comment s'y retrouver? Il existe deux types de structures. Donc d'un côté les structures publiques, les universités, de l'autre les structures privées, les écoles. Elles forment en quelques jours, plusieurs mois, plusieurs années, avec des exigences très différentes, que ce soit pour intégrer la formation ou durant la formation. Aucune de ces formations n'est reconnue par le système BMD, licence, master, doctorat, donc aucune reconnaissance internationale, et malheureusement, vous le verrez, quasiment pas de reconnaissance nationale, puisque les titres de sexologue et de thérapeute de couple ne sont pas reconnus par l'État français. La seule formation reconnue qui est suivie par quelques sexologues français, c'est celle de l'UQAM, c'est à l'Université du Québec, mais elle n'est reconnue qu'au Québec. En 2006, après avoir réalisé une première étude sur les sexologues français, Alain Giamy collabore à l'étude Eurosexo qui va étudier les sexologues dans 7 pays européens. Je vous conseille de la lire, elle est très intéressante. Il conclut son article avec cette phrase: dans un avenir proche, la Commission de Bruxelles va se pencher sur cette question et proposer une forme d'unification des formations en sexologie et de légitimation de son exercice. C'était il y a 18 ans, il ne s'est rien passé ou presque. D'autres articles à la même période vont reprendre cet élément de l'avenir de la sexo, cela ne semble avoir eu aucun impact. On peut se poser donc deux questions. Qui lit la science aujourd'hui et a-t-elle la capacité d'inciter au changement? C'est une question philosophique pour certains, mais très pragmatique pour d'autres, notamment les cliniciennes et les cliniciens qui ont, vous le verrez, quelques difficultés à exercer. Les métiers de sexologue et de thérapeute de couple n'existent pas en France. Ces titres ne sont pas inscrits à France Compétences. Alors qu'est-ce que c'est que France Compétences? C'est l'organe étatique unique qui référence les métiers, les formations, les certifications professionnelles. L'essentiel des métiers exercés en France sont référencés par France Compétences, pas cela. S'il n'existe pas de titre, il n'y a pas de raison qu'il existe un cadre juridique d'exercice, donc aucun texte qui régisse ces activités. Est-ce que ça pose problème? On va en parler juste après. Il y a eu il y a quelques mois le recensement en France. Si vous avez essayé de remplir la case professionnelle en indiquant sexologue, eh bien l'occurrence préenregistrée par le site était celle de coach sexuel. Sexologue, ça n'existe pas, alors que coach sexuel, ça existe. Les coachs ont obtenu un titre à France Compétences il y a quelques années, alors qu'est-ce qui les empêche de rajouter le fameux substantif de sexo? Rien, vous pouvez le faire. Alors sommes-nous tous des sexologues et des thérapeutes de couple? Ben oui. N'importe qui peut faire n'importe quoi en France en sexo et en thérapie de couple, mais pas qu'en France, car ce problème est européen et mondial, puisque, à l'exception de rares pays qui ont légiféré sur ces métiers, c'est la pagaille à peu près partout, il n'y a aujourd'hui aucune limite à ces exercices cliniques. Vous n'êtes même pas tenu d'avoir un casier judiciaire vierge pour exercer. Vous pouvez aujourd'hui en France être un délinquant sexuel, sortir de prison et exercer la sexologie, ou bien être une personne condamnée
pour des actes de violence intrafamiliale au sein du couple et exercer la thérapie de couple, ça ne pose absolument aucun problème. Dans les différents centres de formation, on nous présente la sexologie comme une transdiscipline. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept de transdiscipline? Est-ce qu'on a des exemples de transdiscipline en France? Qui a le droit de faire quoi en France? C'est ce qu'on va tenter de vous expliquer par la suite. Donc, j'essaye de vous résumer les choses de la façon la plus simple et schématique possible parce que la situation peut se révéler très complexe. Nous avons identifié deux groupes avec des contraintes très différentes. D'un côté, des personnes qui sont des professionnels de santé ou du champ sanitaire, puisque les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, mais de la santé. De l'autre, tout le monde, sauf les professionnels de la santé. Si vous faites partie du premier groupe, vous aurez moins de droits et beaucoup plus de devoirs que le deuxième groupe. Pourquoi ? Parce que ces professions sont tenues par un texte commun, le Code de la santé publique. Chacune de ces professions est également tenue par des textes spécifiques, qui s'appellent les codes de déontologie, qui sont inhérents à chacune des professions. Donc un premier déséquilibre, mais qui n'est pas le seul, vous allez le voir. Le deuxième déséquilibre. Le premier groupe se divise à son tour en deux sous-groupes. Vous avez d'un côté les associations et les fédérations qui représentent les conseillers conjugaux familiaux, les psychologues, les psychomotriciens, les ostéos, les orthophonistes, je dois en oublier, je suis désolé. Ces fédérations sont assez peu regardantes sur les limites de l'activité de la sexologie et de la thérapie de couple. Elles rappellent simplement que les titres n'existent pas et que l'activité n'est pas réglementée. De l'autre côté, vous avez les professions qui sont représentées par des ordres, qui sont bien plus cadrans sur les limites des activités. Les ordres possèdent un droit discrétionnaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand la loi n'a pas été établie par l'État, comme c'est le cas de la sexologie, c'est l'ordre qui va décider sans aucune contrepartie de ce qui peut et doit être fait. L'interprétation ordinale connaît d'importantes fluctuations, non seulement entre professions, mais également au sein même d'une profession, puisque quand on pose la même question à un même ordre pour une même profession, nous avons obtenu des réponses différentes. Les ordres possèdent également ce que l'on appelle une justice disciplinaire, qui permet d'aboutir à des contentieux assortis de sanctions potentielles et non des moindres, vous allez le voir. En clair, si vous ne respectez pas les recommandations ordinales, et si l'ordre en est informé, essentiellement sur des dénonciations, ça n'est pas si rare que cela, l'ordre va enquêter, vous interroger et vous condamner si vous avez fauté. Cela peut aller très loin puisque vous pouvez perdre partiellement ou totalement votre capacité d'exercice, donc c'est quand même pas rien. Il convient donc de s'en tenir précisément à leurs recommandations. Il n'y a, à notre connaissance, qu'une seule dentiste sexologue en France qui a eu quelques difficultés pour exercer la sexologie. Il y a très peu de pharmaciens sexologues qui, d'après mes informations, ne sont pas particulièrement gênés pour exercer la sexo, et les médecins ont obtenu certaines possibilités d'exercice il y a 30 ans après un combat relativement compliqué. Toutes ces informations sont disponibles dans un document que je vous partage plus loin ou en lien dans la vidéo. Chaque ordre reconnaît une série de diplômes universitaires ou de diplômes interuniversitaires que vous pourrez inscrire sur votre dossier ordinal et parfois sur votre plaque professionnelle ou sur votre carte de visite et sur l'ordonnancier, mais ce n'est pas ce qui vous octroie des droits. Alors, c'est pour cette raison que je m'attarde sur trois professions. La première, ce sont les sages-femmes. Les éléments qui apparaissent sur l'écran sont les réponses des services juridiques ordinaux nationaux. Donc, on nous rappelle que les sages-femmes ne sont pas habilitées à prendre en charge des dysfonctions sexuelles masculines et à recevoir à ce titre-là des patients masculins. On ne peut pas mettre en place de consultation de sexologie à part entière. Les sages-femmes ne devront pas faire état de leur qualité de sage-femme au sein de leur autre activité, donc sexologue en espèces, tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme, exercer ces deux activités dans les mêmes locaux. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout ça est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Il faut simplement, et vous verrez que dans la réalité c'est très compliqué à réaliser, réaliser une parfaite étanchéité entre vos deux activités, votre première activité de sage-femme et la deuxième de sexologue ou de thérapeute de couple. Alors le décret de compétence des sages-femmes a changé il y a un peu plus d'1 an. Cette réponse était avant le changement du décret de compétence. Elles ont le droit de voir des hommes aujourd'hui dans un cadre très précis, IST, vaccination, tabac, qui impacte le bébé ou la maman. Pas pour la sexo ni pour la thérapie de couple. On s'arrête un moment sur la pratique des sages-femmes en imaginant une situation. Vous êtes sage-femme libérale, vous réalisez le suivi gynéco d'une patiente qui vous fait part de ses difficultés sexuelles. Vous faites 2 séances de sexo avec cette patiente et vous cotez une consultation de sage-femme et un dépassement d'honoraires, ou 2 consultations de sage-femme et rien en honoraire libre. C'est une faute dans les deux cas, mais tout le monde le fait, donc tant que ça passe, pourquoi pas.
Au cours de ces 2 séances, vous mettez en évidence que madame n'a pas de réel trouble sexuel, mais plutôt une conjugopathie sous-jacente qui explique sa problématique sexuelle. Vous lui proposez donc de recevoir le couple, la thérapie de couple se passe et finalement le couple se sépare. Cela arrive tous les jours, rien de rare, me direz-vous. Étant marié sous le régime de la communauté, madame n'ayant que peu de revenus et monsieur ayant eu une carrière survalorisée, monsieur est condamné à verser à madame une très importante somme d'argent. Un homme qu'on touche au portefeuille, ça peut parfois le faire vriller et monsieur est très en colère, il se sent volé, spolié. Il parle de la thérapie de couple à son avocat qui lui conseille de contacter le Conseil de l'ordre. Que va faire le Conseil de l'ordre? Alors mon objectif, ce n'est pas de vous faire peur, mais simplement d'attirer votre attention sur des points saillants d'une activité qui pose aujourd'hui problème. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai reçu des dizaines de témoignages traitant de difficultés réelles à l'exercice, de suppression de droits, etc., etc. On va passer à une deuxième profession, ce sont les kinésithérapeutes. Alors l'ordre, là aussi, a établi une liste de DU et DIU reconnus. À ma connaissance, les autres formations en sexo ne sont pas reconnues par les ordres. Il faut donc que les kinés, une fois diplômés, enregistrent leur diplôme pour pouvoir exercer librement. Problème, j'ai recueilli le témoignage de plusieurs kinés qui n'ont pas eu la possibilité d'enregistrer leur diplôme, plusieurs refus de la part des différents ordres départementaux. Voici le message que certains kinés ont reçu. Ensuite, une dernière profession qui pose problème, ce sont les infirmières, dont vous verrez qu'il y a pas mal de similitudes avec les sages-femmes. Donc, en lisant la réponse de l'ordre, la qualification d'infirmière sexothérapeute n'existe pas, c'est vrai, ça ne fait pas partie du Code de la santé publique. La sexothérapie ne fait pas partie du décret de compétence, c'est vrai. Vous ne pouvez exercer la profession d'infirmière libérale et de sexologue au même endroit ni dans la même ville. Vous devez vous abstenir de toute publicité, ne pas mentionner vos deux fonctions ensemble sur la carte de visite ou la plaque. Il est interdit d'exercer dans 2 cabinets, en fait c'est une faute de l'ordre, il est obligatoire d'exercer dans 2 cabinets distincts. Voilà, on leur a demandé les précisions, c'est ce qu'ils nous ont répondu. Donc je vais vous parler, donc voilà, on le voit, c'est comme pour les sages-femmes, une parfaite étanchéité entre ces 2 activités. Donc je vous parle d'un cas d'IDE, enfin d'infirmier libéral sexo que je connais bien puisque c'est le mien. Si je veux exercer ces 2 activités et respecter les obligations ordinales, je suis dans l'obligation d'avoir 2 cabinets. Quand on connaît le prix du foncier dans les grandes villes en France, on imagine l'explosion des charges qui en découlent. Il me faut également 2 lignes téléphoniques, 2 abonnements EDF, 2 abonnements pour l'eau, 2 assurances pro, 2 assurances pour le cabinet, etc., etc., tout en double. Il me faut également changer de cabinet à chaque fois que je bascule d'une activité à l'autre. L'ordre demande que les 2 cabinets soient dans 2 villes différentes. Partant du fait que Toulouse est une très grande ville, l'endroit où j'exerce, mes 2 cabinets sont au plus éloignés que je pouvais le faire l'un de l'autre. Donc quand je switch d'une activité à l'autre, il me faut prendre ma voiture, ma trottinette, un vélo, un tapis volant acheté sur Wish, pour aller d'un cabinet à l'autre. Je rappelle que la majorité des sexologues en France exercent dans des grandes agglomérations, et c'est dans ces agglomérations qu'on se déplace le plus difficilement, c'est bien connu. Je n'ai pas le droit de dire à mes patients que je pratique 2 activités, je n'ai pas le droit de dire à mon réseau professionnel, les prescripteurs ou les prescriptions indirectes, que j'exerce 2 activités, donc je n'ai pas le droit de recruter de patients de la première activité vers la seconde et vice-versa. Pareil pour les prescripteurs qui m'adresseraient des patients. Donc les médecins avec qui je travaille depuis 20 ans en tant qu'infirmier libéral ne peuvent pas m'adresser de patients pour la sexo ou la thérapie de couple. La consultation infirmière n'existe pas, je ne peux pas tricher pour facturer mes soins, donc 100% en honoraire libre. Quand on court schématiser à l'extrême l'idée de l'ordre, que ce soit pour les sages-femmes ou pour les infirmiers, vous avez 2 activités, une première de soins, dans l'immense majorité des cas de façon conventionnée, et une deuxième activité qui est commerciale. Donc que vous vendiez des Tupperware, des sextoys ou du soin en sexologie, c'est exactement la même chose. Ces 3 professions initiales représentent aujourd'hui 30% des sexologues en France, c'est l'étude que nous sommes en train de réaliser, j'y reviens un petit peu plus tard, et au moins 40% des diplômés contemporains du diplôme interuniversitaire de sexologie tous les ans, qui est la formation la plus plébiscitée aujourd'hui en France. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure, pas d'obscurantisme de ma part. Ces professions posent problème de par les obligations ordinales, infirmières, sages-femmes, kinés, vont se retrouver dans de très grandes difficultés pour exercer non seulement en libéral, mais également dans les structures de soins. Et oui, vous n'avez pas plus de droits en structure, ça n'est pas vrai. Les obligations ordinales doivent s'exercer également dans les structures de soins. La seule différence réside dans le fait que la cible de l'ordre sera la structure et pas la praticienne ou le praticien. Mais au final, cela ne change pas grand-chose. Alors je vous parle rapidement des autres niveaux de contrôle. Vous l'avez vu, vos instances vont contrôler votre activité clinique. Mais qu'est-ce que vous allez facturer ?
Comme ce métier n'existe pas et qu'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a bien évidemment pas de lettre clé permettant de facturer, et ce, quelle que soit votre formation ou votre diplôme. Alors, est-ce qu'on facture des honoraires libres? Est-ce qu'on facture des actes conventionnés? Sur quelle justification vous facturez une consultation de médecine générale, de kiné ou de sage-femme dans le cadre d'une prise en charge en thérapie de couple ou en sexothérapie? À ma connaissance, rien n'existe dans les textes pour autoriser cela, étant entendu que cette règle s'applique aux professions libérales, mais également aux structures publiques et privées, on y revient. S'il n'existe pas de lettre clé, cela concerne tout le monde, il n'y a pas de passe-droit. Que facturent les structures? Qui a donné son accord pour les modes de facturation existants dans ces structures? Comment la fameuse plateforme en ligne facture les soins? Qui a validé cela? Je n'en sais absolument rien. Ce qui est certain, c'est que la lettre clé, spécialisée en sexo ou en thérapie de couple, n'existe pas en France. Je rappelle que la CNAM existe depuis 60 ans et qu'elle est en crise financière depuis 30 ans. Que vont faire les organismes payeurs au sujet de ces facturations, qu'elles qualifieront facilement d'abusives? Mystère, à voir. Dernier point de contrôle, si vous êtes profession libérale conventionnée, vous ne devez pas dépasser 30 000 euros de revenus de l'activité déconventionnée, donc de l'activité commerciale, donc que vous vendiez du Tupperware ou des soins sexo, c'est pareil. De ce côté-là, on a un collier d'immunité puisqu'il semblerait qu'on ne puisse pas vivre de la sexo en France. Je vous en reparle juste après. Donc si ce sujet que je viens d'aborder là déjà pendant une bonne vingtaine de minutes vous intéresse, un document de 65 pages qui détaille ce que je viens d'aborder est disponible en cliquant sur QR code. Cette analyse détaillée démontre que la sexologie, mais également la thérapie de couple, évoluent toutes deux aujourd'hui dans un système d'arrangement généralisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et là je vous demande de faire un effort d'attention puisque a priori ce n'est pas votre univers professionnel. Cela veut dire que nous évaluons de façon complètement hétéroclite, chacun dans son coin, sans la moindre ligne directrice basale étatique, dans un seul but, non pas le patient, mais exister au plan personnel. Alors on ne va pas reprocher à des cliniciennes et des cliniciens de vouloir travailler. En revanche, on peut se poser quelques questions. Pourquoi de tels déséquilibres, comme je viens de vous le présenter? Pourquoi un tel flou? Pourquoi cette absence de reconnaissance? Alors qu'on parle de sexo aujourd'hui à peu près partout et tout le temps, à la télé, sur les comptes Insta, on est inondé par le plaisir sexuel. Chaque thérapeute va faire dans son coin ce qu'il estime utile et bon. C'est probablement efficace, encore faudrait-il l'enquêter pour le vérifier. Moi, je ne suis pas un partisan du tout légiféré, je trouve du reste que le droit français est déjà bien trop prolifique, mais il se trouve que dans une vie antérieure professionnelle, j'ai analysé certaines organisations, donc des entreprises et des associations en tant que consultant, et la littérature managériale, même si elle est moins prolifique que la littérature médicale, qui a étudié ces organisations, nous alerte sur le fait que l'arrangement généralisé n'est jamais pérenne et rarement efficient. Donc je vous rappelle l'article que j'ai mis au début de la présentation, le constat existe depuis maintenant presque 20 ans, mais rien ne change. Pourquoi? On peut se poser la question. Donc on peut continuer à bricoler comme c'est le cas aujourd'hui, ou on peut éventuellement changer de paradigme. Donc c'est la question que j'ai posée il y a un an aux thérapeutes français en juin 2023, qui ont été un peu moins de 700 en 3 mois à signer quelque chose qui ressemble à une pétition pour ce changement de paradigme. Donc si vous êtes thérapeute, je vous invite à réfléchir un instant sur les obligations des sages-femmes, des kinés et des infirmières formées en sexo, et vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal? Moi non, et pas uniquement parce que je suis infirmier. Vous l'avez peut-être remarqué, mais pour le moment, on a beaucoup parlé de la sexologie, on a beaucoup parlé des sexologues, mais pas des patients. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette organisation? Pour la plupart, ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Pour autant, s'il n'y a pas d'études nationales, il y a des mémoires réalisées par des étudiantes en sexo qui commencent à démontrer que les patients souhaitent avoir affaire à des praticiens compétents. Donc quand on voit le désordre de l'enseignement de ces disciplines, on peut se demander si les compétences acquises sont les mêmes en 10 heures de formation ou en 250 heures de formation, avec ou sans stage. Vous voyez, il y a quand même des questions qu'on pourrait être amené à se poser. Alors, qu'est-ce qu'on fait de même? Pour le titre, il faut aller sur France Compétences, télécharger le dossier, remplir le dossier, envoyer le dossier, croiser les doigts. Alors le professeur Eric Huyghe, qui est le président du CCPIU, qui est la commission universitaire qui gère le DIU, a annoncé au JF3S, le plus grand congrès sexo francophone, que le dossier était sur la table. Nous verrons comment celui-ci sera managé. Que vont devenir les autres personnes formées à d'autres cursus? C'est une question qu'il faut se poser parce qu'ils sont quand même particulièrement nombreux. Et peut-être que notre étude #je suis sexo apportera des informations qui aideront à la prise de décision cohérente. Je rappelle qu'avoir un titre sans cadre juridique ne sert absolument à rien.
Vraiment, ça c'est quelque chose d'important, hein, qu'il faut savoir entendre. Aujourd'hui, il existe plein de titres. Moi, je suis infirmier. Si demain, le code de la santé publique et les codes de déontologie sont supprimés, je peux me mettre à faire des diagnostics comme les médecins, des suivis gynéco comme les sages-femmes, des psychothérapies comme les psychologues, de la pelvipérinéologie comme les kinés, et tout ceci sans aucune limite. On ne me reprochera rien. Donc oui, le titre est un préalable indispensable, celui de sexologue et de thérapeute de couple. Ça nous paraît vraiment incontournable, et ça va prendre du temps, plusieurs années selon moi, mais ce n'est qu'une étape. Il faudra également cadrer à minima les choses sur qui a le droit de faire quoi. C'est là qu'il faudra mettre autour de la table les différentes instances qui représentent ces activités pour qu'elles se mettent d'accord. Et là, bon courage, certaines de ces instances ne se parlent pas ou plus depuis de longues années. Si l'on prend l'exemple belge, puisqu'en Europe c'est à peu près ce qui se fait de mieux en sexo, ils ont débuté ce travail il y a 20 ans. Rien n'est encore signé. En France, nous n'avons rien commencé. Il n'y a aucun de ces sujets qui sont actuellement en cours de travail. Je ne nous crois pas mieux armés que les sexologues belges, ni plus ouverts. Donc, cette négociation sur qui a le droit de faire quoi va prendre un temps infini. À moins que nous fassions preuve d'intelligence. En revanche, ce qui existe, c'est les échanges entre les différents ordres. Quand une nouvelle compétence apparaît, la prise en charge des hommes par les sages-femmes, les prescriptions par les kinés, ou un autre métier qui apparaît, les IPA, les ordres sont consultés par l'État pour gérer l'analyse préliminaire. Donc, selon moi, informer à minima les ordres, car ce sont eux qui posent le plus de limites aujourd'hui, est une des premières étapes de la négociation. Aujourd'hui, il n'y a à ma connaissance aucun contact entre ces instances sur ce sujet précis. Alors l'Observatoire francophone de la sexologie a lancé l'étude #Je suis sexo au début du mois de février 2024. Vous pouvez y participer en flashant ce QR code, je mettrai le lien dans la vidéo. Elle cherche à savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. Elle s'intéresse aux sexologues, aux sexothérapeutes, aux thérapeutes de couple. Cette enquête s'intéresse aux personnes formées, qu'elles exercent ou pas. J'invite les personnes qui sont formées à nous expliquer pourquoi elles n'exercent pas, parce que oui, il y a des personnes en France qui sont pluriformées à ces disciplines et qui n'exercent pas. Donc c'est important qu'on comprenne pourquoi si on veut essayer de changer les choses demain. Elle s'intéresse également à celles qui exercent sans formation, car cette enquête n'est pas du tout discriminante. L'objectif n'est pas de faire du flicage, mais de mieux comprendre qui fait quoi. Les décisions ne seront jamais prises par l'Observatoire francophone de la sexologie, elles seront prises par d'autres instances. Elle interroge également celles qui sont à la retraite, celles qui font de l'enseignement, de la recherche en sexo ou sur le couple, donc au plus grand nombre. Pour tout un ensemble de raisons, notamment parce que nous interrogeons l'implication associative, mais également la vision transdisciplinaire, comme on l'a évoqué plus tôt dans la présentation, et de nombreux autres éléments. À l'Observatoire, cette étape nous semble indispensable pour mieux comprendre qui nous sommes. Je rappelle qu'aujourd'hui, personne en France n'est capable de dire combien nous sommes, qui exerce, avec quelle formation, dans quel département, depuis combien de temps, avec quelle typologie de prise en charge, quel niveau d'expertise. On ne sait rien du tout. Mais on nous rabâche tous les jours qu'il faut absolument prendre en charge les patients en sexo ou en thérapie de couple parce que les couples vont mal. Nous réalisons en fait une photo de famille contemporaine de ces activités et je vous invite à être sur cette photo en participant à cette étude. Imaginons que demain, un groupe se décide à négocier avec l'État une reconnaissance. Quelles sont les deux premières questions qui seront posées ? Combien êtes-vous et qui fait quoi? Deux questions auxquelles absolument personne ne sait répondre aujourd'hui. Nous allons essayer d'y répondre à travers les résultats de ce qui est déjà la plus grande série française mais aussi européenne sur le sujet. Vous avez été près de 1200 à participer, c'est trop peu. Je rappelle qu'il y a plus de 2500 personnes qui se déclarent sexologues, sexothérapeutes ou thérapeutes de couple sur LinkedIn. Ce chiffre augmente de 1% par mois en moyenne, sans compter toutes celles et tous ceux qui ne sont pas référencés sur ce réseau social professionnel. D'après nos estimations, cette enquête concerne un peu plus de 3500 personnes en France métropolitaine et dans les dom-toms. Nous sommes très 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 loin d'avoir recueilli la moitié des témoignages. Alors, quelques résultats rapides sur l'étude que nous menons actuellement. L'âge moyen des sexologues en France est 44 ans, 85% de femmes pour 15% d'hommes qui sont majoritairement dans une activité citadine et une activité libérale. 65% ont réalisent actuellement une deuxième, troisième, quatrième, parfois même une cinquième formation sur la sexo ou le couple. Un peu plus de 68% financent leur cursus. Nous avons donc affaire à un groupe particulièrement motivé pour se former et exercer. Malheureusement, le problème, c'est que cet investissement n'est pas valorisé sur les revenus. 46% gagnent moins de 7 500 € par an, 23% gagnent moins de 15 000 € par an. Je rappelle qu'un SMIC brut en France, c'est 21 000 €,
15% gagnent plus de 30 000 euros par an, 20% de l'activité n'est jamais facturée, et enfin 93% sont favorables à un annuaire national qui référencerait l'ensemble des thérapeutes pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, j'ai terminé, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour les résultats de l'étude, et d'ici là, n'hésitez pas à participer à celle-ci et à la partager autour de vous. Je vous remercie pour votre attention.